Sans qu'aucun signe de joie ou de soulagement ne défasse son visage de pierre après cette victoire sans appel, le légendaire chevalier de San Antonio retira son regard du corps inerte et le porta vers l'horizon. Gagner cette bataille n'était rien, un simple droit de poursuivre sa route tout au plus. Voilà, c'est donc sur ces mots tirés de l'œuvre de Nico, ici présent d'ailleurs qui est avec nous, que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui l'écho des parquets spécial playoff. Un hommage à San Antonio, d'ailleurs, qui malgré le peu de répondants en ce moment, ne fait point de détails face aux Lakers qu'on espérait ainsi plus tranchant, pour le moment fatidique, mais qui finalement, au gré des blessures, laisse filer ses chances de poursuivre l'aventure. Ça, c'est de moi. Alors, ce petit encart qui vaut pour les Lakers peut très bien aussi également s'adapter à Boston ou encore aux Bucks. Mais bon, c'est tout l'intérêt de l'émission d'aujourd'hui que nous allons vous proposer avec certains de mes amis qui sont ici. D'ailleurs, tout d'abord Nico, que je viens de citer. Salut Nico. Ouais, salut, bonsoir à tout le monde. Ça va Nico? Bonsoir à tout le monde, ça c'est très bien, ça. Il est 11h25 du matin. Oui, mais les gens le savent pas, les gens ils écoutent le soir parce qu'on le passe tout le soir, mon ami. Mince, les gens ne le savent pas, excusez-nous. Ensuite, Lucas qui est avec nous. Salut Lucas. Salut. Lucas pour la deuxième. Ça va Lucas? Bonne semaine basket? Bonne semaine basket, on peut dire ça comme ça. Ok. Guillaume aussi, Guillaume qui est là. Alors Guillaume qui est en deuil encore aujourd'hui. Hein. Salut Guillaume, ça va? Ça va, j'ai la gueule de bois. J'ai été dans le seau, mais ça va. J'y arrive. Tu l'as dans le seau, toi? Non, d'accord. Bah oui, deuil. Ah, sérieux quoi, défait d'Indiana. Indiana a été défait par les Hawks avec disons un écart assez probant, donc voilà, Guillaume, rest in peace, check mon ami, on est avec toi. Merci beaucoup, ça fait plaisir, salut à tous au fait. Hein. Alors aujourd'hui les amis, aujourd'hui je vous le dis, ça va être vraiment spécial playoff, spécial, on va faire un tour de l'horizon sur les matchs qui ont déjà eu lieu, on va essayer de voir un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été. On n'aura peut-être pas le temps de faire vraiment toutes les affiches, et du moins on va faire les plus bouillonnantes. Donc là je crois que niveau bouillonnant on va pouvoir parler d'entrée de ce Chicago Brooklyn d'hier soir qui a été vraiment exceptionnel. D'ailleurs Chicago j'ai l'impression que c'est eux qui nous habituent ces dernières années là à nous donner des triples prolongations, que ce soit avec les Celtics, que ce soit... Ils jouent un peu tous leurs matchs au couteau, non? Bah, c'est leur style, hein. C'est défense, on fait couler du sang et on va chercher la victoire, quoi. Non, mais en tout cas, c'est très joli de voir à quel point, même sans Derrick Rose, les joueurs bataillent sévère pour les playoffs, et franchement, c'est beau à voir. Enfin, en tout cas, on va reparler de tout ça dans l'émission. Ensuite, donc voilà, on va répondre à la question des auditeurs, normal, comme chaque dimanche. Là, il y a quelques questions assez intéressantes, donc on va commencer par ça. Et puis peut-être pour finir encore une fois, si on a le temps, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses à dire, le petit quiz, on verra si on a le temps. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Ready. Donc c'est parti. Allez, tout de suite le jingle. One second left, try to get the last shot. I was measuring it the whole time. I knew I had to knock it down. When I shoot it, the only thing in my mind is the ball going in. I knew I had to knock it down. They gave me the opportunity by putting the ball in my hand. Try to get the last shot down two. Kick it. Last man of the game. Shoot it. I knew I had to knock it down. Big shots. Crunch time. Bryant for the win. They're the moments that I live for. One second left, I knew I had to knock it down. C'est donc parti, on commence tout de suite avec la question des auditeurs. Et pour commencer, une première question de MTD qu'on a déjà eu ici. On a déjà eu ces questions. MTD nous demande le trophée de Defensive Player of the Year. Vous avez compris l'accent. Défenseur de l'année donné à Marc Gasol, est-il justifié ou pas? Donc cette semaine, oui, on en a entendu beaucoup parler. Marc Gasol, les gars, est-ce que c'était votre premier choix, vous? Il faisait partie des candidats, hein, sûrement. Notamment parce qu'il fait aussi partie de l'équipe qui a une des plus grosses défenses de la ligue, hein. Que c'est un joueur intérieur, donc a priori un joueur intérieur a toujours plus d'impact, un défenseur intérieur a toujours plus d'impact sur la globalité du match qu'un défenseur extérieur, donc forcément il part avec un avantage, et donc oui, donc déjà là il était plutôt bien avancé, c'était forcément un gros candidat, hein. Effectivement, justement, en parlant de ça, il y a Ginobili qui avait précisé qu'il lui aurait préféré un vote des joueurs eux-mêmes, justement, car c'était les plus aptes à savoir qui était le meilleur défenseur. Est-ce que vous pensez pareil que Ginobili là-dessus? Pour moi, je suis assez d'accord, sachant qu'on peut combiner les votes de plusieurs personnes, hein, mais c'est vrai que les joueurs sont forcément très bien placés, parce qu'ils s'en rendent compte quand ils ratent un tir, ou quand ils sont pêchés dans leur action, ils s'en rendent bien compte, et puis même s'ils rencontrent pas les joueurs très fréquemment tout au long de l'année, en théorie ils font beaucoup de travail de vidéo sur le joueur qu'ils vont rencontrer. Donc forcément ils sont censés bien connaître les joueurs qu'ils auront en face d'eux.
Donc oui, je pense effectivement une très bonne idée. Oui. Et puis ça peut éviter aussi que certains joueurs, bon peut-être pas défenseurs de l'année, mais tu sais que ce soit dans les 5 défensifs, un peu sur leur réputation quoi. Je pense notamment à Kobe Bryant, qui ces dernières années était dans le premier 5 défensif, alors que c'était pas forcément un des 5 meilleurs défenseurs de la ligue. Donc si c'est les joueurs plutôt que les journalistes, ça sera à mon avis plus près de la réalité. Moi justement, si c'est les joueurs, j'aurais un peu plus peur que ça soit basé sur la réputation, quoi, parce que c'est un facteur auquel les joueurs ont tendance à être plus sensibles que les journalistes, je trouve. Bah, pas forcément, parce que tu sais, les journalistes, pour le MVP, pour le défenseur de l'année, pour un peu tout, ils ont tendance, si le mec qui bosse au Boston Globe, il va voter Kevin Garnett. Le mec qui bosse un journal à Phoenix, il va voter Jared Dudley, tu vois, des conneries comme ça. Alors juste pour la petite question, le mec qui bosse au Sacramento Journal, qu'est-ce qu'il vote pour qui? Il s'est pendu, lui. Il s'est pendu. Ah, sérieusement. Il vote Gary Payton. Non, enfin bref. Non, justement, donc est-ce que vous pensez que effectivement ce sera toujours quasiment un intérieur qui sera récompensé là-dessus, parce que finalement on parlait de Tony Allen il y a pas longtemps, mais force est de constater qu'on verra peut-être jamais un arrière dans ce classement. Après, même au cours de l'histoire, il n'y a jamais eu trop d'arrières qui l'ont eu. Je crois qu'il y a eu Peyton, Jordan et personne d'autre, quoi. Donc c'est vrai qu'historiquement, c'est un trophée qui est plutôt pour les intérieurs. Et comme l'a dit Nico tout à l'heure, c'est vrai qu'un intérieur va avoir plus d'impact immédiat sur la défense de son équipe, peut-être moins sur la défense d'un joueur en particulier, mais son influence globale va être plus forte pour un intérieur. Donc après, c'est sûr, même si cette année, c'est un trophée qui va un peu au-delà des statistiques, vu que Marc Gasol, c'est pas forcément un contreur de folie non plus, et c'est pas un rebondeur dingue non plus. Mais effectivement, je pense que le trophée va continuer à aller sur des intérieurs, surtout qu'effectivement, c'est vrai que les meilleurs défenseurs, on les trouve à l'intérieur ces dernières années. Alors après, je suis d'accord avec cette idée, mais il faut faire une exception pour cette année, dans le sens où il y a parmi les intérieurs dominants défensivement, il n'y en a pas eu un qui est ressorti du lot. Donc d'ailleurs, on le disait quand on faisait nos previews pour les récompenses, je sais pas si tu te souviens, Antoine. Oui, mais je me souviens de tout intégralement. Justement, c'était peut-être l'année ou jamais à récompenser un extérieur du type Tony Allen. Mais en attendant, c'est pas scandaleux que Marc Gasol l'ait eu, quoi. Voilà. Bon, donc pas de polémique pour vous, Marc Gasol le méritait. Oui, c'est bon. Bon, très bien. Le méritait, mais si ça avait été Tony Allen ou un autre, on n'aurait pas non plus dit qu'il l'aurait pas mérité, quoi. Ouais, ok. Mais ça, c'est très très dur à visualiser, à mesurer, notamment parce que c'est très collectif comme impact en fait. Du coup, c'est quand même très compliqué de donner un trophée à un joueur en tant que meilleur défenseur. Et ça, c'est le lot de faire des trophées. Hein. Juste pour la petite histoire, LeBron James qui était déçu d'être deuxième, vous lui auriez donné le defensive player? Non, pas cette année. Année. Il y a des années où effectivement il aurait pu le mériter, mais pas cette année. Très bien. Bon allez, on continue. Donc une question de Joachim Zelt qu'on retrouve aussi pas mal ici, sur les questions ici. Au passage, votre jingle la semaine dernière. Donc ça, je vais lui répondre tout de suite. Était top, 4e minute de l'émission. Est-ce que c'est extrait d'une chanson? Si oui, quel est le titre? Alors pour te répondre, les petits jingles là, c'était des pubs NBA commerciales. C'était Where Determination Happens, Where Amazing Happens. Voilà, ça faisait partie de la petite série de pubs NBA. Donc voilà, si tu veux les retrouver, tu tapes sur YouTube Where Amazing Happens et puis tu retrouveras l'intégralité des petits clips. Ouais. Ensuite, on a une autre question de Joachim qui dit les Celtics risquent l'élimination nette et sans bavure, 4-0, un sweep face aux Knicks. Faut-il tout remanier ou le retour de blessures de Sullinger et Rondo, l'éclosion de Green et un tour de draft éventuellement intéressant? Rudy Gobert est aux alentours de la 15e place. Et les 6 ont le 16e choix, peuvent être un début de renouveau pour la franchise. Ne vous endormez pas. Hein. Faut-il trader Pierce, ce qui pour moi serait une faute professionnelle quand on connaît l'histoire entre Pierce et les 6? Messieurs, la question la plus longue de l'histoire vient d'être je vous le dis. Donc la question en gros c'est le retour de tout le monde. Est-ce que les Celtics vont arriver à faire quelque chose l'année prochaine? Les Celtics, ils ont un peu le derrière entre deux chaises parce qu'ils commencent vraiment à aborder la fin de cycle. Pierce Garnett, Allen est parti, mais Pierce Garnett. Du coup, ces joueurs-là restent bons, mais commencent quand même un peu à vieillir. Il faut quand même penser à l'avenir. Et en même temps, ils n'ont pas encore les possibilités de construire une équipe et de retrouver une phase ascendante en fait. Donc ils sont un peu dans cette transition-là qui est en train de se faire. Donc c'est vrai qu'avec les retours de Rondo et Sullinger, ça sera peut-être un peu plus intéressant. Et ça vaut le coup de le tenter, mais dans tous les cas, il y a toujours cet entre-deux, donc on sait pas vraiment encore quel sera l'avenir des Celtics à court terme pour l'instant. Si, a priori, on connaît quand même l'avenir. T'as Rajon Rondo donc qui a signé, t'as re-signé l'été dernier Jeff Green. Pour répondre à la question de Joachim Celtics, je pense pas qu'il faille tout remanier. Je pense qu'en revanche, il faut que Doc Rivers prenne conscience que
que le leader offensif, ça doit plus être Paul Pierce ou Kevin Garnett. Je pense que c'est bon, on va en parler plus tard, mais c'est ce qui a un peu défavorisé les Celtics contre New York. La tendance à peut-être s'appuyer un peu trop sur Pierce et Garnett et pas assez sur Jeff Green qui, à mon sens, doit être beaucoup plus impliqué offensivement parce que justement dans un futur court terme, ça sera Rondo et ça sera Jeff Green les leaders, tout en gardant bien sûr Garnett très précieux en défense et Paul Pierce également très précieux avec ses points, mais je pense pas qu'il faille tout changer. Le noyau dur est là pour du court et moyen terme. Après bien sûr, il faudra ajouter quelques autres éléments pour aller espérer le titre, mais je pense que le noyau dur est là, quoi. Sans oublier surtout que Doc Rivers en 2014 sa dernière année de contrat, hein. N'oublions pas, donc il va falloir reconstruire quand même une base d'équipe assez rapidement si le coach venait à partir. Bon, de toute façon on refera un petit point là-dessus sur les Celtics, hein, mais dans l'idée l'équipe ne devrait pas changer énormément. Rondo, Sullinger, Green, c'est une base quand même assez respectable. Après, à savoir l'avenir de Pierce et de Garnett, je pense que Pierce, après cette campagne de playoff, si les Celtics se font sweeper, je pense que Pierce réfléchira à la retraite pour cet été. Bon, après, c'est mon avis. On va continuer avec une dernière question de The Lodgers. The Lodger qui nous dit les Nuggets et les Warriors sont pour le moment la seule série à l'Ouest où le favori est mené avec la paire d'avantages du terrain. Est-ce que vous voyez les Nuggets s'en sortir? Pareil, on va y répondre rapidement puisqu'on va refaire un petit point là-dessus. Messieurs. Oui, les Nuggets qui étaient partis clairement favoris, là, je les trouve un peu inquiétants. Leur jeu a pas l'air trop de se transposer au contexte playoff. Le concept de Zero Star est en train de prendre de l'eau, à mon avis. Bon, ce n'est que sur les 2 derniers matchs, hein, donc faut relativiser. Mais pour l'instant, c'est assez inquiétant, donc on va en reparler, mais je me demande si la balance est pas en train de changer de côté, en fait. Alors moi, ce qui me rassure pas dans cette Nico série, retourne sa veste. Non, à l'appui. Non, mais on va en parler, mais moi je me souviens ce que t'avais dit, donc vas-y Lucas, vas-y. Je disais ce que je trouve vraiment bizarre dans cette série, c'est que c'est surtout tactiquement qu'ils se font manger les Nuggets en fait, quoi, parce que t'as en face Jackson qui est quand même un coach qui est très jeune, George Karl un coach très ancien, mais George Karl n'arrive pas à faire jouer son équipe contre l'équipe de Jackson, quoi, et ça je trouve ça quand même très intriguant. Et d'ailleurs même avec venant de quelqu'un qu'on annonce comme le coach de l'année, quoi. Même avec la blessure de David Lee, on pensait les Warriors complètement éteints et finalement c'est un peu l'inverse là en ce moment. Je pense qu'on va en reparler tout de suite, mais c'est quand même assez inquiétant pour les Nuggets, effectivement, je suis assez d'accord. Ouais. Bon, est-ce que vous voulez faire une petite dernière question ou pas? Peut-être parler vite fait de Mike Brown à Cleveland. Exactement. Donc bon, on l'a pas en question effectivement, mais on peut en parler, on peut faire un point. Le retour de Mike Brown à Cleveland qui s'était fait éjecter comme ça il y a quelques années. Il y a combien? Il y a 3 ans. En 2010 quand LeBron s'en va. Voilà. Bon, alors Mike Brown de retour. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Guillaume? Ce que j'en pense. Alors est-ce que c'est pas un peu le dindon de la farce? Non, je pense pas qu'il faille lui reprocher quoi que ce soit. Je pense qu'en 2010, il a été viré parce que il y avait un contexte assez défavorable. Il y avait beaucoup de tensions autour de cette équipe qui s'était fait éliminer par Boston. C'était un upset à l'époque. Il n'arrivait pas à faire jouer vraiment LeBron. Enfin vraiment, il n'arrivait pas à construire un vrai fond de jeu ou une équipe autour de LeBron James. Il s'est fait virer. Pour moi c'était un peu injuste vu qu'il était quand même un coach de l'année d'avant. Je pense qu'il va falloir attendre un peu pour juger, mais je pense que ça peut donner quelque chose quand même. Ouais. Alors à l'inverse, je vais vous demander, est-ce que l'éviction de Byron Scott était justifiée? Non, à mon avis, non. Pas avec les joueurs qu'il avait depuis 2-3 ans, parce que. Exact. C'est vrai que dès qu'il y avait ces rumeurs, on disait le bilan de Scott ne plaît pas en sa faveur. En même temps, à la draft, on prend Diane Waiters et Tristan Thompson pour soutenir Kyrie Irving. Je sais pas comment il aurait pu faire mieux. Alors, surtout que cette équipe a des moments montré quand même de choses pas inintéressantes, malgré le peu de talent qu'il y avait. Donc, je pense vraiment que Byron Scott n'a pas eu sa chance, n'a pas eu vraiment été clairement sur le pied prêt à tomber dans un piège à loup, et puis là il s'est refermé là. Surtout que c'est un coach assez confirmé, il a fait les finales il me semble avec les Nets, oui. Non? Oui, avec les Nets, vous vous rendez compte? Ouais. Donc en plus c'est pas bon final à l'époque. Non mais ouais, je pense que c'est un bon coach qui a été un peu viré un peu tôt, parce que le casting était pas super. Et après je pense que c'est les Cavaliers veulent surtout changer la philosophie du jeu. Selon Byron Scott, c'est quand même un jeu d'attaque assez léché. Mike Brown, c'est beaucoup plus brut en attaque. Par contre, c'est un coach qui fait très bien défendre ses équipes. Donc après, peut-être qu'ils veulent construire une équipe un peu sur le modèle des Sixers qu'il y avait en 2001,
avec une grosse défense et un mec en attaque qui fait tout, comme c'était Iverson à l'époque, et peut-être faire ça avec Kyrie Irving, une équipe qui défend très dur, et un mec très talentueux en attaque qui marque les points, qui fait jouer les autres. Je pense que c'est plus un changement de philosophie pour s'adapter au talent qu'ils ont en ce moment, c'est-à-dire ils ont Kyrie Irving qui est très bon, les autres beaucoup moins. Donc peut-être faire une équipe très défensive pour mettre en valeur Kyrie Irving. Mais est-ce que là les Cavs ne prennent pas un risque par rapport à Kyrie Irving qui justement lui a été vraiment déçu du licenciement de Byron Scott avec qui apparemment il était très proche. Du coup est-ce qu'ils prennent pas le risque de le mécontenter et puis de le perdre à terme quoi? Tu penses déjà à un LeBron James 2.0 The Decision versus Kyrie Irving, ça peut être sympa. Oui, je le sens bien. Ouais. Non mais après c'est normal qu'il soit déçu pas parce que ton coach est viré quoi, mais je pense que si les résultats suivent et ça devrait suivre dans les années à venir, je pense qu'il va se calmer et pourquoi pas rester. Hein. Je pense que une ou deux saisons de plus pour Byron Scott ça aurait été plutôt équitable. Là, c'est un peu injuste de le faire partir comme ça au bout d'un an ou 2 ans comme ça. Voilà. Bon, bref. Ouais, surtout qu'il s'était fait avoir déjà au début, quoi. Lui, on lui avait dit qu'il viendra entraîner les LeBron James. Il s'était quand même bien fait avoir à l'époque. Donc voilà. Donc moi, franchement, là-dessus, je suis un peu bon. Voilà, c'est du Dan Gilbert, quoi. Donc on verra la suite. Bon, tout de suite, on va passer sur le focus, au playoff, juste après ça. Good morning. I'm back. Well, first of all, sorry I'm late, but I'm happy to be back. I'm here to play. there are some things I want to say. I'm gonna make it real brief. Y'all had 2 weeks to do y'all's talking, let me do mine. I'm gonna take my talents to South Beach. To be a terrible role model, but still, I'm gonna take my talents to South Beach. It feels right. You're wrong. Just put your name on it, that's all I say. Be a man, whoa, woman, put your name on it. Don't be afraid of it. Very tough. Just put your name on it. Yeah. Next. That's how I feel. Damn sick and tired of all this. Fucking every night. Back on my damn phone. Get some facts and get back to see. Don't talk to me, alright? Kiss my ass. Get some facts. I'm tired of these guys. Soldier, knock it off. money It was hard to turn down. and fame. It's gonna be Hollywood down here. Time to grow up. Be a man. If you don't like me as a man, I'm gonna make you my girlfriend. Don't be afraid of it. Make sure you kiss me good with the big lips. No. Mike Tyson just tutti-frutti. I'm gonna get rooted. I never wanted to Retire from the NFL. I never wanted to leave Cleveland. People want to know how I could have done these stupid things. I think all these people full of shit. Now, back to the game. Et voilà, c'est parti, on revient tout de suite avec le focus pour les playoffs. On va commencer par parler des Bulls. Je suis désolé, les Bulls de Tom Thibodeau. Et donc, non, sérieusement, on va parler des Bulls. Les Bulls donc qui ont complètement renversé la vapeur là, qui perdaient 1-0 à la base contre Brooklyn et qui maintenant sont à 3-1 dans leur série, mènent 3-1. Alors là les gars, est-ce qu'on n'a pas vu le plus gros renversement de situation là du premier tour? C'était en tout cas hier soir le meilleur match des playoffs jusqu'ici. Ce match en 3 prolongations et surtout le fait qu'il soit revenu dans le 4e quart-temps avec un Nate Robinson juste énorme quoi. Il a eu 23 points je crois dans le 4e quart-temps. Ce qui est important de noter, c'est que maintenant ils ont vraiment l'avantage sur Brooklyn, alors que après le premier match, tout le monde avait fait l'erreur de se dire Chicago a complètement déjoué, ils vont se faire sweeper, alors que pas du tout. Après dès le deuxième match, ils ont retrouvé leur jeu. Aujourd'hui, ils mènent 3-1, ils sont en route pour une qualification. Je pense qu'il y a rien de surprenant quoi. Alors justement, s'il y a bien un endroit où les valeurs de guerrière d'une équipe et la défense prennent toute leur importance, c'est bien en playoff. Et là, Chicago est en train de nous en faire une brillante démonstration. Surtout que, je sais pas si tu te souviens, quand on faisait les previews avant les playoffs, on disait que Brooklyn, si Brooklyn tombait contre Atlanta, ils pourraient se qualifier assez facilement, alors que qu'ils étaient pas forcément une équipe très à l'aise en attaque et que leur saison était pas fantastique. Là, en l'occurrence, ils sont tombés contre la pire équipe possible pour eux, c'est-à-dire une grosse défense. Et le boulot que fait Kirk Heinrich sur Deron Williams c'est super. Pareil pour Jimmy Butler sur Joe Johnson qui arrive à l'éteindre très très bien. Défense à l'intérieur excellente sur Brook Lopez. Franchement c'est très complet. Et je te dis, moi il y a rien de surprenant avec une défense comme ça et une très belle exécution offensive.
Il y a rien de surprenant, mener 3-1 quoi, c'est logique. D'ailleurs, je voudrais revenir vite fait sur Kirk Henrich. N'étant pas très grand fan de ce joueur, là actuellement je suis obligé de constater forcément que celui-ci fait un boulot remarquable. Est-ce que ces playoffs, c'est pas pour lui la révélation et le moment où il impose vraiment son expérience? Si, mais après que Heinrich a un peu été surestimé au début de sa carrière, enfin du moins après son contrat, après très sous-estimé en fait. C'est un joueur très académique, très complet, un rêve de coach. Et effectivement, avec le temps, l'expérience, tout ça prend encore plus d'ampleur dans son jeu. Et là, Chicago est en train d'en retirer les billes. Hein. Et c'est vrai que ça fait une très belle chose à voir. Et on commence même à avoir assez hâte de voir son duo avec Derrick Rose l'année prochaine. Hein. Effectivement. Surtout, on l'a déjà vu à l'œuvre en 2009, je crois, quand Derrick Rose était un rookie. Et c'était vraiment un très bon backcourt parce que tout le monde attendait en fait en début de carrière que Kirk Hinrich soit vraiment un scoreur, alors que lui, il excelle plus dans ce rôle de défenseur qui score de temps en temps, quoi. Ouais, un peu gestionnaire, un peu au four et au moulin sur le terrain, quoi. Je voudrais qu'on parle du cas Nate Robinson hier soir. Est-ce que c'est pas le plus gros coup de Chicago cette année, Nate Robinson, qui était même pas garanti jusqu'à la moitié de la saison? Mais Nate Robinson est coutumier du fait, hein. Il a fait des gros passages dans sa carrière avec plus de 20 points de moyenne où tout le monde l'acclamait. Et après des gros passages à vide, ou au contraire des passages où il alternait vraiment le très très bon et le très très mauvais. C'est pour ça qu'il a jamais pu rester définitivement dans une équipe. Ça c'est comme J.R. Smith par exemple. Des joueurs qui ont beaucoup de talent, qui ont une énorme capacité à scorer, mais à côté de ça ont beaucoup de déchets ou d'éléments qui aident beaucoup moins à gagner des matchs. Et je veux dire, Nate Robinson en est l'archétype, quoi. Oui, est-ce que c'est pas un joueur qui est vraiment cantonné à ce rôle vraiment de dynamiteur, parce qu'on l'a vu quand il était à New York. Ce joueur était à l'époque où on a voulu construire un petit peu vers lui, c'était pas du tout la bonne solution. Est-ce que maintenant, comme il l'a fait à Boston, comme il le fait à Chicago, est-ce que ce rôle d'exploseur, de dynamiteur de banc, est-ce que c'est pas ce qui lui va le mieux finalement et vraiment ce qu'il devrait faire encore tout le long de sa carrière? Oui, c'est ça, parce que bon, certains joueurs sont faits pour être franchise player et certains sont faits pour être role player. En l'occurrence, Nate Robinson, en tant que, comme tu le dis parfaitement, dynamiteur en sortie de banc, ça lui convient parfaitement et ça convient parfaitement aux Bulls qui ont aussi besoin de ce genre de player capable d'aller scorer en sortie de banc, puisqu'il manque, même s'ils sont très très bons défensivement, il manque parfois un peu d'agressivité ou de scoring dans leurs 5 titulaires. Oui, ça peut manquer de fluidité un peu en attaque. Donc avoir un joueur comme ça en sortie de banc, ça fait énormément de bien. En l'occurrence, hier, il était juste énorme, quoi. Oui, parce que hier soir, c'était quand même 14 sur 23 au shoot, quand même. 23 ou 24 points, je sais plus, dans le quatrième quart-temps. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les Bulls, quand même, ont été menés à 4 minutes de la fin, 107 à 95. Faut se rendre compte un peu de la performance héroïque, là. Non, mais clairement. Mais aussi, Nate Robinson est vraiment un joueur qui joue à l'émotion, à l'enthousiasme. Et là, c'était criant. Bon, en tout cas, gros coup de chapeau à Nate Robinson. Si tu nous entends, Nate, big up. Ensuite, je voudrais qu'on voit un petit peu si Chicago peut espérer, donc du coup, admettons qu'il se qualifie, mais là maintenant il y a de grandes chances pour le deuxième tour. Est-ce que ça passe contre Brooklyn et ça casse contre le reste? Ben le truc c'est que au prochain tour, s'il passe, ça va rencontrer Miami. Donc si tu veux, ça peut les accrocher comme ils l'ont déjà fait en défense, mais est-ce que ça peut gagner la série? Je pense pas. Parce que la fluidité offensive de Miami par rapport à celle de Chicago, ça reste quand même assez... il y a une supériorité. Et puis contrairement à Brooklyn, Miami va aller les bousculer, Miami va accepter le challenge physique, et surtout Miami a LeBron James, quoi. Donc donc c'est aussi simple que ça. Lucas, c'est sûr que Miami est supérieur à Chicago, ça, on peut difficilement dire le contraire. Par contre, effectivement, Chicago a un atout qui est incroyable avec sa défense, quoi. Et contre Miami, s'ils arrivent à défendre comme lors des matchs 2 et 3, ils peuvent sacrément aller les emmerder, oui, c'est sûr. Après, faut pas oublier que Brooklyn eux-mêmes aussi sont un peu fautifs dans leur défaite. Peut-être pas celle d'hier, mais celle d'avant où c'est bien un problème qui était récurrent toute la saison. C'est leur adresse offensive qui est pas tout le temps à la hauteur du talent de chaque joueur qui compose cette équipe. Oui, et surtout la sélection de tir. Je salais un peu avec, oui. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais parce que quand tu joues trop en isolation comme ils le font, ça marche pas, quoi.
Mais sûr, par exemple, au match 2, tu vois les Bulls, eux, ils étaient vraiment au top en défense. Ils pouvaient pas aller à un niveau supérieur à ce qu'ils avaient eu en défense. Et en plus, les Nets, en plus de ça, étaient eux mauvais de leur côté. Donc après, pour moi, la série, elle est pas entendue encore, étant donné que les Nets peuvent clairement élever leur niveau de jeu, quoi, ce qu'ils ont fait hier. Tandis que par contre, les Bulls, eux, ils sont au top, ils arriveront pas à aller plus haut que ça, je pense, dans le jeu qu'ils développent et dans leur défense. Par contre, les Nets, eux, peuvent encore s'améliorer, ne serait-ce que sur la série, et donc faut pas les enterrer trop vite non plus. Et en tout cas, il leur reste, pour eux, ils sont dos au mur, il leur reste qu'un match pour le prouver. Bah, clairement. Tu disais, Guillaume? Ouais, non, j'allais dire que la défense de Brooklyn était quand même, de Chicago était très bonne, mais en revanche, là où Brooklyn est à chaque fois arrivé à être efficace, c'était sur du pick and roll ou pick and pop, donc entre Deron Williams et Brook Lopez, et Chicago a beaucoup de mal à défendre ça, et je pense que s'ils veulent essayer de revenir dans la série, c'est vraiment un filon à creuser, quoi. Plutôt ça qu'impliquer Joe Johnson même, tu vois. Boum, dans les dents de... N'impliquons pas Joe Johnson. Bon, ensuite, ok, on va sur Chicago. Bon, on imagine difficilement aller plus loin. L'équipe après en deuxième tour au final de conférence. C'est valable pour Brooklyn aussi, hein. Ça va être pour Brooklyn aussi. Dans l'hypothèse où Brooklyn pourrait passer face à Chicago, ça serait extrêmement difficile en deuxième tour. Contre Miami, effectivement. Si on parlait tout de suite des Nuggets des Warriors, série assez intéressante qui nous a finalement tous fait mentir. Ah non. Je sais qu'avec Nico on a un gros désaccord. Qui nous a finalement tous fait mentir. Et donc, Allez. non, sérieusement, vous imaginiez Golden State pour pouvoir renverser la situation comme ça? Alors je vais prendre la parole vu que justement moi j'étais assez partant pour miser sur Denver, hein, et avant la série je maintiens cette idée. Mais c'est vrai que depuis les 3 matchs qu'on a eu là, on a vraiment un renversement de la vapeur. Enfin, du moins, je trouve que l'édifice des Nuggets est en train de s'effriter, vraiment dans le contexte playoff, et presque d'exploser en vol en fait. Et ça, j'avoue, je l'avais pas vu venir. Peut-être que Sophie ou Guillaume l'avait déjà vu, mais bon, on dira rien sur ce sujet-là. Effectivement, tout leur jeu de contre-attaque là, ils n'arrivent pas du tout à le développer. Alors que Golden State n'est pas non plus une bonne équipe défensive, mais c'est pas Chicago, hein, non plus. Et puis le manque de stars commence à bien, de stars, de jeu d'un contre un et de puissance de feu au shoot commence à se faire gravement ressentir. Vraiment, il y a les joueurs, il y a trop de joueurs, qui ont une mauvaise sélection de tir, qui sont responsabilisés. Je pense notamment à Wilson Chandler et André Iguodala qui, dans ce contexte-là, là où il faudrait justement être très précis, prendre les meilleures décisions possibles pour avoir plus de chances de mettre un panier dans ce contexte compliqué et serré qu'est les playoffs, bah là ça tourne pas bien parce que justement c'est des mauvais tirs qui sont pris et tous les paniers faciles qu'ils avaient réussi à avoir par leur jeu tout en vitesse et en agressivité, ils le trouvent pas là face à Golden State qui eux par contre sont complètement constants avec leur niveau de jeu. Ça c'est une évidence. Ça, et d'ailleurs on a eu peur un petit peu que le fait que David Lee soit out donc pour le reste de la série empêche les Warriors d'aller plus loin. Et finalement, on a un petit peu l'effet inverse. Alors, avec un très bon apport du banc, donc que Guillaume avait annoncé avant, Festus Ezeli et Draymond Green, je me rappelle, tu nous avais dit il y a pas longtemps que c'était des bons joueurs de banc qui pourraient assurer le maintien, pas le niveau de David Lee, mais qui pouvaient assurer le maintien. Est-ce que tu penses toujours? Je le pense encore plus vu qu'ils l'ont prouvé. Alors, je reformule ma question. Que vois-tu maintenant dans ta boule de cristal pour la suite des événements? Non. C'est pas une boule de cristal, mais je me souviens même la toute première émission qu'on avait fait. J'avais dit aussi, s'il y a bien une équipe qui peut créer la surprise au premier tour, je pense que c'était Golden State. Et à l'inverse, Denver a peut-être le 3e meilleur bilan à l'Ouest, mais c'était pas pour moi la 3e meilleure équipe à l'Ouest. Et sur ce duel, en l'occurrence, je préfère carrément le fond de jeu de Golden State, qui se tient à ses principes de shoot, de jeu en transition, et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et à l'inverse. Un contrat aussi, parce que Stephen Curry, et même les Karl Landry, plus David Lee, mais Karl Landry et Jarrett Jack, c'est vraiment leur jeu individuel qui aussi fait la différence, et ce que n'a pas Denver, à part si ce n'est avec Ty Lawson et André Miller. Et je pense que là, c'est ça qui est étonnant un peu, c'est que la différence se fasse sur la capacité de Golden State à marquer les points en 1 contre 1. Parce qu'effectivement, Denver, c'est une équipe qui compte de très bons défenseurs, quoi. Que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur.
Et en fait, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à développer leur jeu rapide parce qu'ils se prennent beaucoup trop de paniers. Je crois que Golden State marque à plus de 50% à chaque match de la série pour le moment. Donc effectivement, à partir du moment où tu laisses trop de paniers, tu peux plus avoir de contre-attaque. Et là, effectivement, on arrive sur du demi-terrain dans lequel Golden State est largement supérieur à Denver. Parce que le problème de Denver en ce moment, c'est qu'effectivement, là, c'est l'absence de Gallinari surtout qui se fait ressentir. Étant donné qu'ils ont plus le shooter fiable, ils n'arrivent pas du tout à faire sauter la zone de Golden State. Le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est d'envoyer des gars au poste pour que les autres viennent couper dans la raquette. Mais étant donné que Bogut prend assez de fautes, il est là la majorité du match, donc il gêne énormément les pénétrations et tout ce qui est cut dans la raquette. Donc le problème pour Denver, ça va être que s'ils veulent vraiment battre Golden State, il va falloir qu'ils se mettent à défendre sérieusement. Parce que s'ils continuent à se prendre des paniers, ils vont devoir jouer sur demi-terrain tout le temps et là-dessus, ils sont beaucoup moins forts que leurs adversaires. Alors, tu l'as dit justement, la zone de Golden State les dérange beaucoup. Surtout du fait que si Golden State arrive à en faire un match où la capacité à tirer sur le tir extérieur va être capitale, forcément que ce sera les Warriors, puisque Denver est assez maladroit dans le shoot, dans le périmètre. Et je pense que c'est là le problème. En l'occurrence, au troisième match, ils ont réussi, avec Ty Lawson notamment, qui a été énorme, à jouer en pénétration, à jouer leur jeu. Mais les matchs précédents, je trouve que Denver a beaucoup trop essayé de jouer le jeu de Golden State en fait, d'essayer de tirer à longue distance, de tirer dans le périmètre, plutôt que d'aller pénétrer. Et je pense que c'est ça qui les a fait perdre 2 matchs quoi pour l'instant. Alors justement, on a beaucoup parlé de l'effectif de Denver qui était très très riche et très complet. Est-ce que à l'inverse, Golden State n'a pas aussi lui un effectif très très riche et très très complet et un peu mieux organisé, je dirais. Entre nous, Stephen Curry, Jarrett Jack, Harrison Barnes, Klay Thompson, Karl Landry, là pour les playoffs, je veux dire, c'est assez riche et complet aussi quand même. Oui, riche, oui, complet après pas forcément quoi. C'est quand même des joueurs qui ont à peu près tous le même profil, donc à savoir des shooters. Mais dans le système de jeu de Golden State, il n'y a pas forcément besoin que les joueurs soient très complets. Le principal, c'est que ça soit des joueurs qui soient capables de marquer surtout. D'accord. Donc vous pensez que Denver a toujours un avantage d'effectif plus riche et plus complet? Je pense oui, sachant quand même il y a quand même 2 matchs qui se sont joués sur un seul panier et puis au final voilà, il y a que 2-1 pour le moment, ils ont qu'un seul match de retard. Donc là tout est possible encore largement pour Denver. Il y a que 2-1, effectivement, il y a que 2-1, mais au niveau du jeu proposé quand même, j'ai quand même vu Golden State beaucoup mieux. Oui, après je pense que le dernier match, d'accord. il y a une erreur stratégique de Denver, c'est de faire jouer le secteur intérieur Kenneth Farid, Wilson Chandler, qui à mon avis en défense a complètement pris l'eau dans le secteur intérieur et que c'était une des clés du match, je pense. Et alors je sais pas si il y aura la même configuration le prochain match, mais je pense que si les intérieurs un peu plus intérieurs comme Koufos ou Magui prennent un peu plus de temps de jeu et bétonnent un peu plus la raquette que ce que ça avait été le cas dernier match, déjà Denver aura un peu plus de chances de gagner en fait. Donc je pense que je pense pas Nico, parce que justement c'est une série où ça joue 80% du temps ça joue small ball, c'est-à-dire que même Bogut parfois c'est le mec le plus grand sur le terrain, mais à 20 cm près quoi, tu vois. Et même si Kenneth Farid a pas été top défensivement, je pense quand même qu'il devrait avoir plus de minutes qu'un Javel Magui ou qu'un Costa Koufos, parce que au niveau en attaque, il a été vraiment il a fait la différence quoi. T'as vraiment senti une grosse différence entre le match 3 où il a été très présent et les 2 premiers matchs. T'es en train de dire que faut que Denver arrête de prendre des paniers, et en même temps tu dis vaut mieux prendre Farid plutôt que Koufos parce qu'en attaque il est meilleur. Non, c'est pas ça que je te dis. C'est que ça joue small ball. Mettez-vous d'accord là, attention. Mark Jackson, non, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mark Jackson, moi je veux que vous soyez d'accord à la fin et que vous fassiez un bisou. Golden State joue avec Harrison Barnes en poste 4 ou avec Draymond Green en poste 4. Ça joue très très petit et c'est comme ça tout le long de la série. Donc à mon avis, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un Javel Magui qui en plus est assez imprévisible. Mais t'as le droit de jouer en small ball avec un vrai pivot, hein. Je suis assez d'accord par rapport à Magui. Je préfère moi aussi Koufos voire Mozgov qui a pas encore touché une quille. Mais je pense sincèrement qu'il n'a pas touché quoi? Une quille. D'accord, non, très bien. Je voulais avoir la confirmation de ce que j'avais entendu. On continue. Et non, parce que je pense vraiment que Farid et Chandler, qui est pas non plus un monstre défensif, surtout à l'intérieur, ont vraiment pris l'eau le dernier match et persisté en mettant Farid en pivot. Moi, ça, je pense que c'est une erreur. Après. Alors, je vais vous couper 2 minutes.
quels sont vos top players sur cette série? On va faire un petit point rapide. Qui est le joueur le plus indispensable pour vous à son équipe là? Sur la série Golden State Denver, juste, on parle. Ouais. Bah, c'était Stephen Curry quand même. Alors Stephen Curry, la moyenne sur les 3 premiers matchs, c'est 26 points à 47%, 100% au lancer franc, 5 rebonds, 11 passes. Je crois que tout est dit. Ouais, et puis surtout ce qui est intéressant, c'est que comme il devient, c'est actuellement peut-être même le meilleur shooter de la ligue. Dès que ça joue du pick and roll, les défenses sont tellement attardées sur lui, tellement attentives à ce qu'il va faire. Eh ben, il arrive à trouver maintenant des espaces, il arrive à trouver des coéquipiers démarqués, et c'est comme ça qu'il arrive à taper 11 passes décisives ou des performances comme ça, alors que c'est pas un passeur a priori, quoi. Ouais, c'est pas un passeur a priori, ça reste quand même on connaît quand même plutôt pour ses bonnes passes, pour sa bonne vision de jeu à la base quand même. Je suis pas pas trop d'accord. Moi je suis d'accord avec Guillaume, tu vois. Voilà. Eh bien, allez. Non mais c'est pas vraiment un passeur, quoi. C'est un scoreur. Non, c'est pas. Oui, c'est un. Le fait qu'il soit dangereux, ça permet de devenir un meilleur passeur aussi, quoi. Je suis d'accord, mais je pense qu'il est quand même aussi connu pour sa très bonne vision de jeu. Donc, après, une bonne vision de jeu, ça n'inclut pas que les passes, mais je veux dire, voilà, pour moi, je suis pas étonné à 100%. Ah non, t'as vu voir jouer Stéphane Cumin, toi, pas Curry. Oh non, putain. Oh non, mais celle-là, je suis pas d'accord. Curry a une bonne vision de jeu. Disons, quand il y a un mec ouvert, il le voit et il le sert. Après, c'est la distinction que fait Guillaume, c'est plus par rapport aux qualités de meneur, de créateur, de position de tir pour ses adversaires. Ça, il le fait pas. Quand il y a une position ouverte qui se présente, il la sert la plupart du temps, et plutôt bien. Enfin, ça dépend, mais... Oui, mais je veux dire, tous les joueurs de ce calibre ne le font pas. Non, c'est vrai, mais bon, il joue meneur en ce moment, donc il est un peu encore heureux. Je veux dire, il y a que Westbrook qui se permet de pas le faire. Hein. Voilà. Oh tiens, on en reparlera tout à l'heure. Et non, alors juste, je vais, excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Est-ce qu'on peut pas souligner aussi l'apport très important de Harrison Barnes, le rookie? Ouais, franchement, c'est le pari gagné de Mark Jackson. Oui, vas-y, Nico, vas-y. Non, vas-y, j'ai rien à dire sur Harrison Barnes. Ah d'accord, ben moi j'ai à dire. non, c'est vraiment c'est un très bel ajustement de la part de Mark Jackson d'avoir mis Harrison Barnes en 4, parce que comme je te disais, ça joue beaucoup small ball, et surtout moi je suis impressionné par sa capacité à répondre présent dans le money time, que ce soit en isolation ou même au shoot à 3 points où il s'est énormément amélioré durant la saison. Franchement, ça devient sur la série, il est à 58%, donc effectivement, on peut pas faire beaucoup mieux à 3 points. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'Harrison Barnes, c'est dessus. Franchement, je pense que ça a été un très 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 bon ajout. D'ailleurs, je ne pensais même pas qu'il serait devant Klay Thompson sur les statistiques sur la série. Mais en tout cas, pour l'instant, les Warriors sont une équipe très très redoutable. Donc les Nuggets sont... Questionner un peu la défense de Wilson Chandler. Je l'ai un peu chargé tout à l'heure et je continue un petit peu. Je serais pas étonné que ça aide un peu le la défense de Denver en général. Même si Corey Brewer fait beaucoup de bien à cette défense, notamment quand il colle de près Stephen Curry en sortie d'écran ou quoi, ça enlève le jeu en catch and shoot, c'est très intéressant. Mais pour le reste, c'est vrai que faudrait que la défense s'améliore pour Denver. Mais je pense que George Karl vous a entendu, les gars. Bon. Mais je vais l'appeler George. Enfin bref. Tu vas l'appeler puis il va l'engueuler même. Attends, tu dois appeler Stephen Cumin, tu dois appeler Cliff Paul, tu dois appeler George Karl, et au bout d'un moment. Et Frank Vogel aussi, parce qu'il faut que je l'engueule là, parce que c'est pas possible. Bon allez, bref, on continue. Ah oui, je voulais qu'on parle de cette série OKC Houston. Donc, alors, je vais vous en parler rapidement. A priori, pour moi, OKC Houston, pas de problème pour OKC pour le passage. Maintenant, on va parler tout de suite de Westbrook. Saison terminée pour lui. Alors, qu'est-ce que vont faire les jeunes du Thunder pour remédier à ça? Je sais pas, mais c'est très très intéressant comme situation. Tout au long de l'année, même depuis 2-3 ans, on n'arrête pas de dire que un des soucis de Oklahoma City, c'est qu'ils appuient leur attaque sur 2 joueurs uniquement, Westbrook et Durant. Là, un des 2 part, et du coup, on va se demander comment pouvoir gérer ça, puisque il s'appuie tellement sur lui que là, il se retrouve vraiment sur une seule jambe. Et d'ailleurs, je pense que le match d'hier soir contre Houston est exactement, ouais. C'est un peu ça, hein, parce que Durant sort un énorme match, mais il joue, je crois qu'il joue presque tout le match. Je crois qu'on sentait aussi que quand c'est pas lui qui prenait les choses en main, le Thunder était un peu perdu. Du coup, on est en train de se demander si justement il y aura pas un revival des Sixers de 2001 avec Iverson qui faisait tout en attaque et puis et autour de lui que des role-players qui
donc ils pouvaient. Bon alors justement, on va peut-être pas s'affoler tout de suite. Pour l'instant, on est qu'à un match de fait. La nouvelle vient de tomber. Voilà, faut pas mettre la charrue avant les bœufs aussi. Oui, tout à fait. Westbrook n'a quasiment jamais été blessé de sa carrière, je crois. Il a presque jamais. C'est la première fois qu'il loupe un match depuis qu'il est arrivé. Voilà, donc c'est vrai que c'est une confession complètement inédite pour Oklahoma City et qui doit découvrir sans entraînement avant, quoi. Donc directement à froid dans le match. Donc ce qu'on a vu là hier soir, qui était un peu inquiétant malgré tout, c'est pas dit que à l'avenir ils en tirent malgré tout un jeu un peu plus de discrétion de balle, un peu plus d'ouverture, un peu plus de participation des autres joueurs. Donc faut pas s'affoler. C'est vrai que ce match-là peut montrer un des avenirs possibles de Oklahoma City, mais comme tu dis, ils se découvrent dans une nouvelle configuration. À voir ce qu'ils arrivent à en faire, s'ils arrivent à évoluer ou pas. J'ai regardé un peu les statistiques et au final, j'ai l'impression que les autres joueurs, les coéquipiers de Durant, n'ont pas eu plus que ça de tickets shoot en plus, en fait. Non, c'est parce que le système a pas vraiment changé en fait. Dans l'effectif d'Oklahoma City, ils ont avec Reggie Jackson un joueur qui a à peu près le même profil que Westbrook, c'est-à-dire un joueur assez rapide, fort en pénétration, qui a un bon pull-up, et puis surtout qui prend beaucoup de shoot en première intention pour un meneur. Donc au final, ils ont pas tant que ça besoin de modifier le système vu qu'ils ont un joueur qui est un peu similaire. Il faut juste qu'ils rééquilibrent un peu l'équilibre de shoot, étant donné que Reggie Jackson n'aura pas le volume de shoot de Westbrook. Donc les shoots que Jackson ne prendra pas, ça va être pour Durant ou quelques-uns pour les autres. Mais au final, le cadre de jeu va pas beaucoup changer. Il y aura juste une petite modification de la hiérarchie, mais le style de jeu d'Oklahoma City va pas ne va pas changer. Ne va pas fondamentalement, radicalement changer. Il devrait pas fondamentalement changer. Enfin, changer. Essaye pas d'employer des mots compliqués, hein. Et on essaie de s'en sortir, là. Ouais, vas-y. Oui, non, mais est-ce que justement, maintenant que c'est plus Westbrook et que c'est Reggie Jackson, est-ce que Oklahoma City ne doit pas chercher à trouver une nouvelle façon de jouer? Peut-être pas de manière, de gros changements, mais quand même essayer de trouver bien autre chose? Je pense que ça serait dans leur intérêt, quoi. Mais dans la situation où ils sont, c'est quand même une situation d'urgence. On est en plein playoff. C'est vrai que j'aimerais bien que ça change un peu, quoi. Surtout étant donné qu'ils ont un super passeur avec ses Folosha. Je trouve qu'ils sous-utilisent dans ce domaine-là. Ça pourrait leur être bénéfique sur le long terme de changer. Mais là, pour le moment, on est en playoff. C'est quand même une équipe qui a des ambitions. Donc c'est trop dangereux pour eux de tout bouleverser, justement, maintenant. C'est exactement ça. Je pense que maintenant qu'on est dans les playoffs, c'est un peu tard pour changer. Et bon, moi, surtout, ce qui est intéressant, ça va être de voir si OKC, est-ce qu'ils peuvent aller au titre ou pas. Ça, je pense pas, mais s'ils vont loin ou s'ils vont loin en finale NBA, est-ce que le OKC va changer quelque chose avec Russell Westbrook ou pas? Alors justement, pensez-vous que OKC maintenant a la voie un peu libre pour aller plus loin? Ça semble un peu compliqué là. Non, mais il y en a un qui doit avoir les poils des bras qui s'agitent, c'est Kevin Martin. Parce que là, pour le coup, autant là, toute l'année on a dit bon bah finalement ça va, il fait son boulot, il apporte un peu de points supplémentaires, il apporte du shoot. Oui, un peu dans son fauteuil, quoi. Un peu de son fauteuil, et là tout de suite il va être placé dans la situation du leader d'une grosse équipe, enfin du lieutenant d'une grosse équipe, et avec un jeu qui enfin lui il est pas capable de faire ce que fait un Westbrook, c'est-à-dire se créer son tir tout seul, enfin pas autant ni ce que faisait James Harden. Et là la comparaison va être brutale pour lui, parce qu'on va demander justement à ce que lui il élève son niveau de jeu pour justement seconder Durant et maintenir le niveau de jeu d'Oklahoma City. Ça, James Harden l'aurait, à n'en pas douter, il l'aurait fait. Kevin Martin, j'ai beaucoup plus d'inquiétude pour lui. D'accord. Bon, alors c'est justement le moment de révélation où on va voir le fond de jeu d'Oklahoma City sans Russell Westbrook, effectivement. Guillaume, t'avais quelque chose à ajouter? Non, moi c'était justement, je pense que le problème d'OKC, je sais pas s'ils vont arriver jusqu'en finale, mais ce qui est sûr, c'est que s'ils veulent faire ça, ça va dépendre entièrement de la réussite de Kevin Durant, quoi. Bon, après, hier, on l'a vu, la première mi-temps, c'était Kevin Durant qui rentrait tout. Ils ont pris 26 points d'avance. Seconde mi-temps, ça bloquait un peu plus, le jeu avait du mal à se développer. Et ben ils se font attraper, presque ils perdent le match, quoi. Donc est-ce que ce type de jeu peut tenir face à San Antonio ou face à Memphis ou Clippers ou je suis pas certain. Je pense aussi que Oklahoma City va devoir bétonner encore plus en défense, en fait, miser beaucoup plus sur la défense, qu'il le faisait déjà pas mal, mais là essayer de monter encore de plusieurs crans de ce côté-là, parce que finalement c'est peut-être là qu'est leur vrai potentiel restant, quoi, en fait. Bon, après on va revenir là-dessus. Toute l'année on a souligné le fait que
que Westbrook et Durant ne devraient pas être associés. Maintenant que c'est le cas, bon, on se dit. Si, Antoine. Enfin, moi, c'est pas l'association que je remets en cause, c'est l'utilisation de cette association. On a toujours dit, voilà, Westbrook, Durant, faut pas se mentir, on l'a toujours souligné, que ça soit par une mauvaise utilisation, soit pour des excès d'ego de Westbrook, soit pour autre chose. Bref. Effectivement, on aurait voulu voir ça. Bon, bien sûr pas avec une blessure, mais on aurait voulu voir Kevin Durant jouer un peu tout seul ou avec l'équipe. Et finalement, est-ce que c'est pas vraiment la mauvaise période pour commencer à tester ça? Bah complètement. Là, y a pas pire. Hein. Là, ouais. je crois qu'on a un beau scénariste. David Stern a engagé des bons scénaristes cette année, et les blessures viennent tout le temps au bon moment. Hein. Je sais pas trop. Ouais. Et là, clairement, c'est le plus mauvais moment. Et là, comme on dit, je pense que leur espoir de titre, qui était assez grand cette année. Hein, là ils ont pris une claque dans le coin de la figure. Bon, alors la transition va être toute trouvée. Est-ce que ça laisse un boulevard immense à San Antonio? Immense, je sais pas, mais effectivement ils ont grappillé quelques points dans leur cote en fait par rapport au titre. Ouais, voilà. Après, ça a quand même un intérêt qui est assez limité pour San Antonio, étant donné qu'ils sont pas dans la même partie tableau qu'Oklahoma City de toute façon. Donc il faudra déjà qu'ils gagnent une demi-finale de conférence avant éventuellement de les retrouver en finale de conférence, sachant qu'à ce moment-là, Oklahoma City aura déjà peut-être été sorti et ils auraient très bien pu déjà être sortis à ce moment-là, quoi. Donc pour eux, ça change finalement pas grand-chose, étant donné que de toute façon, ils auraient pas rencontré avant les finales de conférence. Est-ce que pour l'instant, oui, mais même si en finale de conférence, ils se disaient peut-être bon, on risque de rencontrer Oklahoma City, ça va être compliqué. Là, si c'est pas eux, ce sera Memphis, Clippers ou les Warriors ou les Nuggets. Donc je pense qu'ils préfèrent prendre n'importe quelle de ces équipes-là que le vrai Oklahoma City dans tous les cas. Donc c'est sûr. Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, bon, un petit mot rapide là-dessus. Les Spurs, risquent pas d'être trop fatigués pour l'instant pour le deuxième tour. Bah ce soir, il y a un mec qui va se blesser, c'est obligé. Hein. Je pense que là, le scénario est écrit. Duncan, il va se blesser, je pense. Ou Tony Parker, je sais pas, mais je serais étonné que ça arrive pas en tout cas. Bon, ce soir, en tout cas, c'est le 4e match, peut-être la fin de la série pour les Lakers. Bon, en plus, on a appris toute l'année, mais là, il y a encore des blessures. Donc, il y aura pas de Steve Blake, il y aura pas de Jody Mix, il y aura pas de Steve Nash, alors je sais plus si, oui ou non, mais World Peace, c'est lui qui voulait pas jouer carrément. Bon, de toute façon, ça changera pas grand chose. Je sais pas si vous avez lu le truc, mais, étant donné qu'il se tenait responsable de la défaite autour du match précédent, Gann voulait plus jouer. Vous avez entendu flagellé à la place, c'est ça? Non, mais je sais pas si vous avez entendu. Essayez-vous de faire ça chez vous à votre boulot. Vous dites à votre patron, ouais, hier j'ai fait une boulette, demain je viens pas. Je suis désolé. On va voir ce qu'il va vous dire. Hein. Non, mais effectivement, ça reste bon. Alors, en tout cas, ce soir pour les Lakers, on pense que c'est même plutôt mort, quoi. Ah, mais complètement. Mais bon, et pourtant c'est dommage parce que le duo Gasol-Howard avait l'air de se trouver un petit peu. Mais effectivement, enfin, il y avait un bon jeu entre les deux. C'est un peu dommage puisque c'est les derniers matchs de la saison. Hein. Désolé, Mike D'Antoni, mais bon. Ouais, non, mais c'est vrai que bon, voilà. Non, puis on a le regret un peu de pas avoir vu cette équipe-là avec Howard, Gasol et Steve Nash et sans Kobe Bryant pour voir ce que ça pouvait donner le trio Nash, Gasol, Howard. Ça, on espérait avoir l'occasion de l'avoir là, on l'aura pas. Bah, c'est un peu dommage, je trouve. Ça aurait été riche d'entraînement, je pense. Bon, en tout cas, pour les Lakers, moi je voudrais faire mea culpa pour Andrew Goodluck. Je me suis moqué de toi il y a pas longtemps, Andrew, et forcé de constater que tu as quand même plutôt relevé le défi légèrement avec tes 11 points de moyenne. Ah mais il a été énorme, hein, comme les Lakers en attaque se sont enfin trouvé une identité, mais c'est en défense que non mais c'est en défense que ça passe pas, parce qu'en attaque ça va mieux, mais en défense c'est catastrophique quoi. Je suis désolé. Ils se sont trouvés une identité, moi c'est pas passé. Ah bah attends, si, je te jure, le jeu entre Gasol et Howard, il y a ah oui, non mais je croyais que tu parlais. Il y a des bons trucs proposés. Okay. Non, oui, Howard Gasol effectivement c'est un petit peu. Bon en tout cas, on se doute bien que ce soir la série sera terminée. Si les Spurs ne font pas n'importe quoi, ça devrait être. Ils vont faire un peu les chiens, hein. Ils vont mettre l'équipe B juste pour pouvoir reposer leurs joueurs et donner un peu de pouvoir à des Lakers qui sont encore en recherche de toutes leurs paillettes d'antan. Et du coup, tout le monde va se relancer. Et puis le 5e match, bah, ils vont dire non, mais c'est bon les gars, cette fois on va jouer. Et là, effectivement, les Lakers vont se faire éliminer. Bon, en tout cas, c'est la fin du cauchemar pour les Lakers. On verra l'année prochaine la suite des événements pour eux. Bon, apparemment, est-ce que vous pensez qu'Howard va signer chez les Lakers?
On n'a pas le temps de discuter de ça. Si, on a le temps. Moi, je vous le dis, on a le temps. Oh là là. Moi je dis il va aller à Houston. Allez, Houston, on lance les paris. Qui c'est qu'il voit chez les Celtics? Je pense pas qu'il puisse l'avoir, le Celtics, monétairement. Monétairement parlant, effectivement. Monétairement. Budgétairement parlant. Non, sérieusement, non. Vous le voyez partir vraiment vite fait ou pas? Je pense qu'il y a des chances de le voir partir en tout cas, parce qu'il a pas été bien cette saison. Ok. Bon, je pense que ça va vraiment jouer sur son ressentiment plus que sur le niveau de jeu, parce que finalement là, on pourrait presque se dire alors avec Gasol, ça commence à marcher, c'est pas très intéressant pour l'année prochaine. Lui, il va peut-être se dire ça. Mais vu que l'année a quand même été assez difficile à gérer affectivement, je pense que ça va beaucoup compter. Donc moi, je le vois partir, même si je suis pas aussi catégorique que j'aurais pu l'être un peu avant, quoi. Moi, je le vois plutôt rester. Plutôt rester? Okay. Là, il va avoir une année justement sans Kobe Bryant, où là, ça va être lui la star à Los Angeles. Donc je pense que c'est une perspective qui est quand même très tentante, quoi. Surtout qu'en plus, il pourra avoir un gros contrat. Avec les Lakers, quand il y a besoin de lâcher du pognon, ils arrivent toujours à s'en sortir, quoi. Donc à mon avis, il va plutôt rester. Ok. Bon, on va finir tout de suite sur la dernière série de laquelle j'avais envie de parler aujourd'hui, Grizzlies Clippers. Les gars, là on est sur une lutte assez acharnée, on est sur deux partout, les Grizzlies qui ont repris cette nuit l'ascendant sur les Los Angeles Clippers. Qu'est-ce que on l'avait déjà annoncé il y a pas longtemps, une série en 7 matchs, c'était quand même assez prévisible. Est-ce que vous pensez qu'on y court tout droit là? Je sais pas si on va en 7 matchs, mais en tout cas la série en elle-même et les matchs en eux-mêmes sont très disputés et ça fait plaisir. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que je pense que l'équipe qui peut décider du sort de la série, c'est plutôt Memphis que les Clippers, parce que les Clippers ils vont proposer leur jeu tous les soirs, ils vont proposer le même jeu, mais en revanche Memphis sur les 2 premiers matchs ils ont oublié leur force, ils ont oublié leur principe de jeu, leurs fondamentaux, et au contraire quand ils sont retournés chez eux, ils ont repris le jeu au poste, le pick and roll, Marc Gasol super efficace dans ce rôle-là. Ils ont recommencé à dominer au rebond, alors qu'ils s'étaient fait manger sur le premier match de 20 rebonds, je crois. Donc vraiment, Memphis a les clés, mais en face, il y a quand même Chris Paul. Donc c'est assez dur à dire, mais je mets une pièce sur Memphis, moi. Oui, je pense qu'effectivement, Game a raison sur le fait que sur la plus grande partie de chaque rencontre, c'est Memphis qui aura les clés pour gagner ou pas. Mais si ils ont pas réussi à se détacher au score, que la fin de match c'est très serré, là le talent pur va jouer, et je veux dire en fin de match j'aurais toujours plus confiance à un Chris Paul qu'à n'importe lequel des joueurs des Grizzlies. Et pourtant Mike Conley fait quand même un taf assez formidable sur Chris Paul. Ouais, je suis pas très convaincu. Enfin, j'aime bien ce qu'il fait, mais je préfère par exemple un Quincy Pondexter. Il a réussi à le placer. Non, mais vraiment, parce t'as gagné ton pari, tu as gagné tes 10 euros. Non, les gars, je rigole pas, parce que il a une plus grande envergure, et c'est vraiment un excellent défenseur, et contrairement à Mike Conley, qui est bon aussi, mais qui est quand même plus petit, alors que l'envergure de Pondexter le gêne vraiment beaucoup, et je pense que ça peut être une clé. Au passage, belle faute offensive de Chris Paul, sur le shoot au buzzer, au match 2, voilà, ça c'est dit. Oh là là, attention, là tu vas avoir des problèmes, toi. Hein. Non, toi, tu vas avoir des problèmes. Après, c'est intelligent parce que les arbitres peuvent pas siffler une faute offensive là-dessus, quoi. Donc, ouais. Je voudrais juste qu'on nous dise un petit mot sur Tayshaun Prince. Pour moi, c'est pas encore formidable là, les playoffs. Alors, est-ce que c'est parce qu'il était habitué à plus les faire avec des 3 ou? Non, faut pas non plus oublier que Tayshaun Prince c'est quand même un peu dans la phase descendante de sa carrière. Hein. Oui. Il est le jeune homme d'avant, donc c'est pas si étonnant que ça qui sont un peu indiscutés. En plus, c'est la première fois qu'il change de club, hein, qu'il vit ailleurs. C'est mine de rien, c'est un tout nouvel environnement pour lui. Donc faut pas non plus trop lui en demander. Et là, on va effectivement voir un peu ce que, comme je disais, hein, que sur la toute fin de match que c'est serré, c'est quand même bien d'avoir un gros franchise player. C'est pas forcément le cas de Memphis. Et là, on va voir un peu les questions vont se poser là, je pense. Alors et puis Tayshaun Prince, juste 2 secondes. Tayshaun Prince, le truc c'est qu'il a été recruté pour beaucoup de défense au poste 3. En l'occurrence, il y a personne à défendre au poste 3 chez les Clippers, donc c'est normal que son apport soit un peu moins bien que d'habitude, quoi. Oui, puis les Clippers, en début d'année, j'étais pas très emballé par leur recrutement, hein, et je trouve que cette année, ça se voit là en playoff en fait, que mine de rien autour de Chris Paul et un peu de Blake Griffin, c'est assez erratique, c'est pas aussi intéressant que ce qu'on aurait aimé, je pense. Je sais pas si vous êtes d'accord. Bah oui, moi j'aime bien les remplaçants parce que c'est eux qui apportent carrément tout le scoring, hein, en grande partie. Jamal Crawford entre autres. C'est ça, ouais, Matt Barnes, ils sont vraiment assez exceptionnels, je trouve.
Mais franchement, au niveau des titulaires, Billups il passe à côté, Caron Butler également, DeAndre Jordan pareil. Il y a vraiment que le duo Blake Griffin au poste ou même du pick and roll avec Chris Paul. Il y a que ça qui. Bah de toute façon, les seuls qui dépassent les 10 points de moyenne, de toute façon, c'est Crawford, Griffin et Paul. Donc après, tout le reste, c'est assez partagé. Ça reste entre 5 et 10 points de moyenne, mais c'est assez partagé entre tout le monde. D'ailleurs, je pense que on peut remettre un petit César d'honneur à Ronny Turiaf, qui est revenu un petit peu dans la rotation. Hein. Bah grâce à Ryan Hollins, c'est sa capacité à faire des fautes. Avec sa capacité à faire n'importe quoi. Ouais, non, mais c'est bien pour Ronny Turiaf, mais bon, il faut souligner ça quand même. D'accord. Lucas, t'avais quelque chose à dire? Bah, par rapport à ça, c'est vrai que les Clippers vont avoir cette difficulté en playoff, c'est-à-dire que c'est une équipe qui s'appuie énormément sur son banc, qui justement a eu une très bonne saison régulière parce qu'ils avaient une très bonne rotation. Le problème, c'est qu'une fois arrivé en playoff, c'est rarement le banc qui fait la différence. En fait, en playoff, on voit surtout des titulaires qui jouent 40 minutes de moyenne, qui font la différence quasiment tout seuls, qui restent presque tout le dernier quart-temps sur le terrain quand les matchs sont serrés. Effectivement, là, le fait d'avoir une grosse rotation va pas forcément les aider tant que ça sur les playoffs. Par contre, ils ont une chose dans cette série que Memphis n'a pas, c'est l'avantage du terrain. Et quand on voit l'ambiance qu'il y a à Memphis, et même de façon assez surprenante, l'ambiance qu'il y a à Los Angeles, c'est quand même un gros plus pour eux d'avoir l'avantage du terrain, et c'est ça qui pourrait faire la différence dans la série. Ouais, après je suis pas définitif là-dessus, parce que il faut se souvenir que la saison passée en playoff, c'était vraiment, les équipes avaient gagné leurs matchs, presque tous les matchs à l'extérieur, quoi. Donc même si pour l'instant il y a eu 4 victoires à domicile, faut pas sous-estimer la capacité de ces deux équipes à remporter une victoire à l'extérieur. Bon, très bien. Pour finir, qu'est-ce que vous pensez pour la suite des événements pour Memphis? Est-ce que vous les voyez passer ou pas? Comme je te disais, je pense que si Memphis arrive à se reconcentrer et à vraiment jouer son jeu plutôt que d'être brouillon en attaque, je pense que ça peut passer, ouais. Alors je pose ma question différemment. Est-ce que si les Clippers perdent au premier tour, est-ce qu'on va pas avoir droit à un remaniement complet? Bon, ce serait étonnant quand même, je pense, parce que c'est un effectif qui est très bien construit, qui a très bien marché pendant la saison régulière. Là, voilà, s'ils perdent au premier tour, ça aura de toute façon été une série très disputée. Donc, au final, on peut pas vraiment dire que l'équipe aurait besoin de s'améliorer, parce que c'est quand même une très bonne équipe à la base. Alors, qui vous remplaceriez dans cette équipe des Clippers? Franchement, personne. Elle est même assez pas, complète. Même pas 40 buts. Non, mais arrêtez de dire des bêtises. Non, mais alors après, il y aura bien sûr des free agents et quoi, mais au niveau de la base et du noyau dur, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut, quoi. Ah, mais ça, on est bien d'accord, le noyau dur... Le noyau dur, Blake Griffin, Chris Paul, allez, peut-être Jamal Crawford, ok. DeAndre Jordan, à la limite, mais tout le reste, vous allez pas me dire que vous gardez tout, quand même. Ah non, moi je garde. Eric Bledsoe, je garde. Matt Barnes, je garde. T'as qui encore? Je sais pas. Butler, moi je garde Butler. Butler, ouais, tu gardes en shooter. Bon, il est pas en shooter, excuse-moi, le gars shoot à 38% sur la série. Ouais, mais parce qu'il manquait au match 4, je crois, ou 3, mais il a été efficace à Los Angeles. Non, mais tu peux garder ces joueurs, mais je pense quand même qu'il manque un vrai troisième pilier à côté de Griffin et de Chris Paul. Hein. Je pense vraiment ça manque. Ouais. Un vrai troisième, un vrai second lieutenant. Peut-être ouais, qu'il manque un très bon ailier là-bas, peut-être, non? Bah, il manque un jeune Caron Butler, qu'on dira, peut-être. Ouais, un jeune Caron Butler, ça c'est très très bien. Bon, en tout cas, ce sera le mot de la fin. On va s'arrêter là pour ça. Pour les séries, les autres séries, on touchera un mot peut-être les prochaines semaines. Bon, si on les a pas faites aujourd'hui, c'est que je les jugeais pas assez. On s'en fout, c'est Indiana quoi. Intéressante. Indiana. Oh Indiana Hawks, on on s'en fout. Boston va se faire éliminer ce soir. Demain, on s'en fout. Bref, non, mais on en parlera la semaine prochaine. En revanche, le quiz, on n'a pas le temps. Par contre, j'ai juste une question à vous poser et je pense qu'elle va mettre tout le monde d'accord et qu'on va pouvoir s'arrêter là. Est-ce que vous savez qui a la meilleure rentabilité sur 36 minutes à Memphis pendant les playoffs? Quincy Pondexter. Non, déjà tu es éliminé. Merde. Bah, on va le faire tous, hein. Allez, Zach Randolph, Marc Gasol. Non, juste devant Zach Randolph, qui est le deuxième sur 36 minutes. Avec comment il s'appelle? Kenyon Dooling? Non, perdu. Et Lucas, un petit... Jared Bayless. Et non, les gars, vous savez, c'est Tony Rotten. Et ouais, c'est lui le plus efficace sur 36 minutes. Avec 36 points par 36 minutes. Voilà. Donc je pense qu'il faudra compter sur lui. La machine de guerre, il faudra compter sur lui à l'avenir, ok? Bah, heureusement que c'est pas Vinny Del Negro, le coach, hein, parce qu'il se dit, si, alors je vais le faire jouer 36 minutes, c'est bon, c'est réglé, hop, petit point par match. Même jouer tout le match, c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, bon, les gars, je vous souhaite une très bonne semaine basket. Je vous dis merci d'avoir été là. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter de mieux? Une victoire de Pacers.
Une victoire des Pacers. Et peut-être d'autres matchs comme celui qu'on a eu hier soir, peut-être. C'est ce que j'allais dire, exactement. Bon, ok, très bien. Bon, bah, messieurs, bonne semaine. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Ciao.